Le 28 décembre 2025, une signature prétend faire basculer l'Afrique en 48 heures, comme si l'équilibre mondial pouvait bouger d'un seul geste. Le récit avance un pacte Russie 47 États africains, mêlant défense et développement, avec obligations militaires, financement dédié et transfert de technologie, décrit comme une sortie des conditions politiques occidentales. Mais que vaut ce récit quand Ibrahim Traoré devient le visage du tournant et quand des chiffres S-400 livrés à 12 capitales, 18 milliards annoncés en 96 minutes sont brandis pour prouver l'irréversibilité du mouvement? Pour le public, l'enjeu est d'identifier ce qui est promis, ce qui est déjà présenté comme tangible et ce qui pourrait lier durablement le continent. Cette vidéo promet une lecture factuelle du pacte présenté, sans lyrisme, pour comprendre les enjeux réels derrière l'annonce et ce qu'elle change concrètement pour l'Afrique. Le public distingue annonce politique, effets immédiats et conséquences plausibles. L'objectif n'est pas de célébrer ni de condamner, mais d'évaluer ce que ce partenariat implique en matière de souveraineté, de sécurité et de dépendance future. À travers le cas d'Ibrahim Traoré, du Burkina Faso et des autres signataires, l'analyse suivra une logique simple. Faits avancés, mécanismes décrits, puis impact possible. Le risque est double. Surestimer des promesses spectaculaires ou ignorer les contraintes politiques, économiques et militaires que ce type d'accord génère presque toujours. Pour éviter ces deux pièges, chaque affirmation sera ramenée à ce que le récit lui-même fournit, sans extrapolation externe. Ce cadre permet de mesurer les enjeux pour les États africains, leur population et l'équilibre géopolitique régional. Il est clair aussi pourquoi ce type de pacte suscite autant d'adhésion que de méfiance. En moins de 2 jours, le récit affirme que des effets mesurables apparaissent déjà. Livraison annoncée de systèmes de défense S-400 vers 12 capitales africaines et transferts financiers présentés comme atteignant 18 milliards de dollars en 96 minutes. Cette séquence chiffrée est utilisée comme preuve centrale d'un basculement rapide, presque mécanique, vers une nouvelle architecture géopolitique portée par la Russie, la Chine et 47 États africains. L'idée mise en avant est que le pacte n'est pas décrit comme une intention, mais comme un processus déjà enclenché. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme l'un des visages politiques de cette dynamique, incarnant une volonté d'autodétermination face à des partenariats jugés conditionnels dans le passé. Le contexte invoqué est celui d'une Afrique longtemps marquée par des relations asymétriques avec l'Occident, où l'aide, la sécurité et le financement étaient associés à des exigences politiques explicites ou implicites. Le récit oppose à ce modèle un partenariat alternatif fondé sur trois piliers clairement énoncés: défense, développement et technologie. Sur le plan militaire, il est question de formation massive de forces africaines et de renforcement des capacités de défense aérienne. Sur le plan économique, l'accent est mis sur des investissements en infrastructures censés réduire les coûts logistiques et stimuler le commerce intérieur. Sur le plan technologique, le transfert de savoir-faire est présenté comme un levier pour bâtir des industries locales. Cependant, ce cadrage repose sur une narration continue, sans distinction nette entre ce qui est contractuellement signé, ce qui est annoncé comme en cours, et ce qui relève de projections. Les chiffres servent de point d'ancrage, mais ils ne décrivent pas les modalités, les délais ni les conditions d'exécution. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un symbole de rupture, plus que comme un gestionnaire de dispositifs techniques et complexes. Une question centrale se pose alors: ces annonces chiffrées traduisent-elles une transformation déjà irréversible,
ou constitue-t-elle surtout un signal politique destiné à redéfinir les rapports de force à court terme? Dans le récit proposé, Ibrahim Traoré sert de point d'entrée humain pour comprendre les effets immédiats du pacte au-delà des formules diplomatiques. Son rôle n'est pas détaillé comme celui d'un négociateur technique, mais comme celui d'un dirigeant qui assume publiquement un choix stratégique présenté comme irréversible. Cette personnalisation aide à rendre plus lisible un ensemble d'accords complexes en les associant à une figure identifiable, issue d'un pays du Sahel souvent exposé aux enjeux de sécurité et de souveraineté. Les impacts précoces évoqués sont décrits à travers des scènes concrètes mais brèves. D'abord, l'arrivée de matériel de défense avancé dans plusieurs capitales africaines est utilisée pour suggérer un changement rapide dans la posture sécuritaire du continent. Ensuite, les annonces de financement massif sont associées à des projets d'infrastructures visibles: chemins de fer, ports, aéroports, zones industrielles. Ces éléments forment des microcas qui donnent au public l'impression d'un mouvement déjà en cours, même si les détails opérationnels restent absents. À ce stade, l'impact est moins mesuré en résultats qu'en signaux. Pour les gouvernements, il s'agit d'afficher une capacité nouvelle à choisir des partenaires sans passer par des cadres jugés contraignants. Pour les populations, le récit laisse entrevoir des promesses d'emploi, de sécurité accrue et de contrôle renforcé des ressources nationales. La logique implicite est claire. Si ces premiers signes se confirment, ils pourraient modifier la perception de l'Afrique comme simple zone d'influence. Le véritable enjeu, toutefois, reste de savoir si ces impacts précoces sont le début d'une transformation durable ou seulement une démonstration politique à forte charge symbolique. Le récit organise la séquence comme une montée en puissance rapide, structurée en trois temps. Tout commence avec l'annonce du pacte signé le 28 décembre 2025, présenté comme un accord global associant défense, développement et technologie. Cette signature est décrite comme le point de départ d'un réalignement stratégique où des États africains choisissent explicitement des partenariats jugés plus respectueux de leur souveraineté. Dans ce cadre, la prise de position d'Ibrahim Traoré est mise en avant comme un signal politique clair destiné autant aux partenaires occidentaux qu'aux opinions publiques africaines. Vient ensuite le moment du pic narratif. En l'espace de 48 heures, le récit accumule des annonces spectaculaires. Les livraisons de systèmes de défense S-400 vers 12 capitales africaines sont présentées comme la preuve d'un engagement militaire immédiat. Presque simultanément, un transfert financier annoncé de 18 milliards de dollars vers les comptes de l'Union africaine est décrit comme un acte décisif de soutien économique. La compression du temps joue ici un rôle central. Plus les délais sont courts, plus l'impression de basculement irréversible est forte. Le message implicite est que ces partenaires ne se contentent pas de promesses, mais agissent sans attendre. Ce point culminant sert aussi à opposer deux modèles. D'un côté, un système ancien associé à des conditionnalités politiques et à des processus lents. De l'autre, un modèle présenté comme direct, pragmatique et orienté vers des résultats rapides. Cette opposition renforce l'idée que le pacte ne relève pas seulement de la diplomatie, mais d'un changement de méthode dans la gestion des alliances internationales. Enfin viennent les premières répliques, décrites comme des effets en chaîne. Sur le plan sécuritaire, le récit évoque une montée en capacité des forces africaines, soutenue par la formation de centaines de milliers de soldats et par des équipements avancés. Sur le plan économique, il est des questions d'investissement structurants dans les infrastructures de transport et d'énergie, censées réduire les coûts internes et stimuler le commerce régional. Sur le plan politique, l'Occident est présenté comme contraint de revoir sa posture face à un continent plus uni et plus affirmé. Cependant,
Ces répliques restent décrites à un niveau général. Les mécanismes précis, les calendriers et les contraintes internes ne sont pas détaillés. Le déroulé privilégie la logique du momentum, montrer que quelque chose est déjà en mouvement et qu'il sera difficile de revenir en arrière. Dans cette narration, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un gestionnaire de ces étapes que comme un catalyseur symbolique associé à l'idée d'un choix assumé. La séquence se referme ainsi sur une tension non résolue. Cette succession rapide d'événements marque-t-elle le début d'une transformation durable, ou surtout une démonstration de force destinée à redéfinir temporairement les rapports de pouvoir? Avant le pacte, le récit décrit une situation de dépendance sécuritaire et financière, où les capacités africaines étaient des jugées fragmentées et conditionnées. Après l'annonce, il affirme un saut quantitatif immédiat présenté comme mesurable et structurant. Ce passage de la situation de départ à l'écart constitue le cœur de l'argumentation chiffrée destinée à prouver que le changement n'est pas seulement politique, mais opérationnel. Un premier indicateur avancé concerne la livraison de systèmes de défense aérienne S-400 vers 12 capitales africaines. Le chiffre fonctionne comme un marqueur de couverture géographique, suggérant un élargissement rapide des capacités de protection. Dans le récit, ce écart est interprété comme un renforcement simultané de plusieurs États, plutôt qu'une amélioration isolée, ce qui alimente l'idée d'une sécurité continentale plus intégrée. L'explication associée reste simple. Davantage de systèmes équivaudrait à une dissuasion accrue et à une réduction de la vulnérabilité face aux pressions extérieures. Un deuxième indicateur concerne le transfert annoncé de 18 milliards de dollars vers les comptes de l'Union africaine en 96 minutes. Le montant sert de preuve d'engagement financier massif, tandis que la brièveté du délai est utilisée pour souligner la réactivité des partenaires. Le écart ici n'est pas seulement monétaire, mais temporel. Le récit insiste sur la rupture avec des financements perçus comme lents ou conditionnel. L'explication donnée est que cette liquidité immédiate offrirait une marge de manœuvre nouvelle pour lancer des projets d'infrastructure et coordonner des politiques communes. Un troisième indicateur concerne la formation annoncée de plus de 800 000 soldats africains. Ce chiffre vise à illustrer un changement d'échelle dans le renforcement des forces armées. Le situation de départ implicite est celui de formation limitée et fragmentée. Le écart proposé est une montée en capacité collective. L'explication associée reste qualitative. Un tel volume de formation transformerait les forces africaines en acteurs capables d'assurer leur propre sécurité sans dépendre d'interventions extérieures. Ces trois métriques sont systématiquement reliées à une même conclusion. L'Afrique passerait d'un état de dépendance à un état d'autonomie renforcée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est cité comme l'un des dirigeants qui assume publiquement cette lecture chiffrée, l'utilisant pour légitimer un choix stratégique présenté comme rationnel et mesurable. Cependant, l'usage des chiffres pose aussi des limites. Les indicateurs ne précisent ni les calendriers de déploiement complets, ni les modalités contractuelles, ni les contraintes logistiques. Le écart est affirmé, mais sa durabilité n'est pas quantifiée. Les chiffres servent donc avant tout à ancrer un récit de rupture, plus qu'à fournir un tableau exhaustif de mise en œuvre. Ainsi, une question demeure. Ces métriques décrivent-elles une transformation déjà consolidée ou constituent-elles principalement des signaux destinés à établir un nouveau rapport de force dans le court terme? Une première lecture critique soutient que ce pacte expose l'Afrique à une nouvelle forme de dépendance. Selon cet argument, remplacer des partenariats occidentaux par des alliances russes et chinoises ne supprimerait pas les rapports asymétriques, mais les déplacerait. Les engagements militaires, financiers et technologiques pourraient
créer des obligations durables, difficiles à renégocier, surtout pour des États dont les capacités institutionnelles restent inégales. Dans cette optique, la rapidité des annonces serait moins un signe d'efficacité qu'un moyen de verrouiller des choix stratégiques avant que leurs implications complètes ne soient débattues publiquement. Un second argument met l'accent sur le risque d'isolement diplomatique. En s'alignant fortement avec la Russie et la Chine, les pays signataires pourraient tendre leurs relations avec l'Union européenne et les États-Unis, partenaires historiques sur les plans commercial, financier et humanitaire. Cette polarisation pourrait réduire les marges de manœuvre diplomatiques, exposant les économies africaines à des pressions indirectes, voire à des sanctions ou à une diminution des flux d'aide et d'investissements occidentaux. Face à ces deux objections, le récit apporte une réponse structurée mais partielle. Il affirme d'abord que la diversification des partenaires est précisément le moyen de réduire la dépendance, et non de la renforcer. En multipliant les options stratégiques, les États africains chercheraient à négocier en position de force, plutôt que de subir un cadre unique. Le pacte est présenté comme un levier de rééquilibrage, non comme une substitution exclusive. Concernant l'isolement diplomatique, la réponse avancée repose sur l'idée d'un monde multipolaire. Le récit suggère que l'influence occidentale n'est plus la seule référence et que l'Afrique peut s'inscrire dans plusieurs cercles de coopération simultanément. Dans ce cadre, des dirigeants comme Ibrahim Traoré sont cités pour illustrer une posture de fermeté: accepter de nouveaux partenariats sans rompre formellement avec les anciens. Cependant, même cette réponse admet implicitement une zone d'incertitude. Le succès de cette stratégie dépendrait de la capacité des États africains à maintenir un équilibre actif entre partenaires concurrents. Cette lecture la plus favorable ne conclut donc pas à une absence de risque, mais à un pari calculé dont l'issue reste ouverte. Le basculement réel, tel que le récit le suggère, se situe ailleurs, dans la normalisation rapide d'une Afrique qui se présente comme bloc stratégique cohérent plutôt que comme addition d'États isolés. À ce point médian, l'attention quitte les annonces spectaculaires pour se concentrer sur la mécanique sous-jacente. Le pacte fonctionne comme un catalyseur, rendant visibles des choix déjà mûris et accélérant leur mise en scène sur la scène internationale. Cette révélation change la lecture des séquences précédentes. Les livraisons militaires, les financements annoncés et les programmes de formation ne sont plus seulement des actions ponctuelles, mais des signaux envoyés à l'ensemble des acteurs globaux. Ils indiquent que les pays africains entendent négocier collectivement avec des partenaires capables d'agir vite et à grande échelle. Dans ce cadre, la rapidité devient un message politique en soi. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme l'initiateur unique, mais comme l'un des porte-voix les plus visibles de cette posture. Son rôle, tel qu'il est présenté, consiste à assumer publiquement ce changement de ton et à le rendre lisible pour les opinions africaines comme pour les puissances extérieures. La logique n'est plus seulement défensive ou économique, mais symbolique: affirmer une capacité de choix autonome. À partir de ce point, la question n'est plus de savoir si un accord existe, mais comment cette nouvelle manière de se positionner va produire des effets concrets et durables. Les conséquences concrètes du pacte sont présentées selon plusieurs niveaux d'impact qui permettent d'évaluer ce qu'un tel réalignement pourrait produire au-delà des annonces initiales. Le récit distingue implicitement quatre groupes concernés, chacun recevant des effets spécifiques, parfois convergents, parfois contrastés. Pour les gouvernements nationaux, le premier effet serait une marge de manœuvre élargie. Les accords militaires et financiers sont décrits comme des outils permettant de réduire la dépendance à des cadres conditionnels antérieurs. L'accès à des équipements de défense avancés et à des financements rapides offrirait, selon le récit,
une capacité accrue à définir des priorités sécuritaires et économiques internes. Dans ce contexte, des dirigeants comme Ibrahim Traoré sont cités comme exemple d'une posture assumée, consistant à afficher publiquement un choix stratégique et à en faire un levier de légitimation politique. Pour les décideurs économiques et les entreprises, l'impact potentiel se situe dans la promesse d'infrastructures et d'industrialisation. Les investissements évoqués dans les chemins de fer, les ports, les aéroports et les zones industrielles sont présentés comme des facteurs de réduction des coûts logistiques et d'intégration des marchés régionaux. Le récit suggère que ces projets pourraient stimuler les secteurs liés aux matières premières, à l'énergie et au transport. Toutefois, ces bénéfices restent conditionnés à la capacité de mise en œuvre et à la stabilité politique, élément peu détaillé mais implicitement reconnu. Pour les populations, les effets sont formulés de manière plus indirecte. L'amélioration de la sécurité est associée à une réduction des menaces extérieures et à une plus grande stabilité intérieure. Les projets d'infrastructure sont liés à des perspectives d'emploi et à un accès amélioré aux services. Ici, le pacte est présenté comme porteur d'espoir sans que des indicateurs sociaux précis ne soient avancés. L'impact reste donc projeté plutôt que mesuré, reposant sur une chaîne de causalité supposée entre investissement, croissance et amélioration des conditions de vie. Enfin, pour la communauté internationale, et en particulier les puissances occidentales, l'effet principal serait un rééquilibrage des rapports de force. Le récit décrit une situation où l'Afrique, agissant de manière plus coordonnée, impose une renégociation implicite des relations existantes. Les forums internationaux, les négociations commerciales et les discussions sécuritaires seraient affectés par cette nouvelle posture, obligeant les partenaires traditionnels à adapter leur approche. Pris ensemble, ces quatre niveaux dessinent une transformation potentielle, mais encore largement conditionnelle. Le pacte est présenté comme un déclencheur, non comme une garantie. La portée réelle de ses conséquences dépendra de la durée, de la cohérence et de la capacité des acteurs africains à convertir des annonces stratégiques en résultats durables. À moyen terme, le récit permet de projeter trois scénarios distincts sans leur attribuer de probabilité, mais en les utilisant comme cadre de lecture possible des 12 prochains mois. Chacun éclaire une trajectoire différente issue des mêmes annonces initiales. Un scénario de base repose sur une mise en œuvre partielle et progressive. Les accords militaires et financiers avanceraient selon des calendriers étalés, avec des projets d'infrastructures lancés mais encore inachevés. Les livraisons d'équipements et les programmes de formation se poursuivraient sans transformer immédiatement l'équilibre sécuritaire. Dans ce cas, le pacte agirait surtout comme un outil de négociation, renforçant la position africaine face aux partenaires traditionnels sans rupture nette. Des figures politiques comme Ibrahim Traoré continueraient à incarner ce choix stratégique, tout en ajustant le discours aux contraintes pratiques. Un scénario optimiste suppose une coordination efficace entre les États signataires. Les financements annoncés seraient rapidement traduits en chantiers visibles, les infrastructures commenceraient à réduire les coûts logistiques et les capacités militaires renforcées produiraient un effet dissuasif crédible. Cette trajectoire verrait l'Afrique s'imposer comme interlocuteur stratégique incontournable, capable de dialoguer d'égal à égal avec plusieurs blocs. Le pacte deviendrait alors un modèle de coopération alternative cité comme référence dans d'autres régions. Un scénario défavorable met en avant les risques internes et externes. Les projets pourraient être ralentis par des obstacles logistiques, des tensions politiques ou des problèmes de gouvernance. Les nouvelles obligations financières et militaires pourraient limiter la flexibilité diplomatique
exposant certains pays à des pressions accrues. Dans ce cas, l'accord serait perçu moins comme un levier d'autonomie que comme une source de dépendance déplacée. Ces trois scénarios conduisent à une même recommandation de lecture. Observer les mécanismes plutôt que les slogans. La question centrale n'est pas de savoir quel scénario s'imposera, mais quels indicateurs concrets permettront de distinguer une transformation structurelle d'une reconfiguration essentiellement politique. À ce stade, le récit se rapproche de l'expérience du public en traduisant les enjeux géopolitiques en effets plus tangibles. Pour les citoyens des pays signataires, l'impact potentiel se manifeste d'abord à travers la sécurité quotidienne. Une amélioration réelle ou perçue des capacités de défense peut modifier le sentiment de stabilité, influencer les déplacements, l'activité économique locale et la confiance envers les institutions. Même sans changement immédiat, la promesse de protection devient un élément du discours politique interne. Pour les acteurs économiques locaux, artisans, PME ou opérateurs de transport, les projets d'infrastructures évoqués représentent une perspective de transformation progressive. Routes, ports ou chemins de fer peuvent réduire les coûts, élargir les marchés et créer de nouvelles opportunités. Cependant, ces bénéfices restent conditionnés à la continuité des projets et à leur gouvernance. Le récit invite implicitement à observer si les annonces se traduisent par des chantiers visibles et accessibles. Pour le public international, notamment les diasporas africaines, le pacte soulève des questions d'image et de positionnement. Voir des dirigeants comme Ibrahim Traoré revendiquer ouvertement des choix stratégiques alternatifs peut renforcer un sentiment de fierté ou, au contraire, susciter des inquiétudes sur l'isolement diplomatique. Dans les deux cas, la perception du continent évolue, passant d'un rôle perçu comme réactif à une posture plus assertive. Face à ces dynamiques, le récit suggère des gestes simples pour le spectateur. Suivre les indicateurs concrets plutôt que les déclarations. Comparer les promesses aux réalisations et rester attentif aux effets sur la vie quotidienne. Cette approche permet de ne pas subir le discours géopolitique, mais de l'interpréter avec distance critique. Le récit esquisse une feuille de route implicite, structurée en plusieurs étapes, qui permet de comprendre comment le pacte pourrait passer du symbole à l'exécution. La première étape concerne la formalisation opérationnelle. Après les annonces politiques, les États signataires doivent traduire les engagements en accords techniques, précisant calendrier, responsabilité et mécanismes de coordination. À ce stade, le rôle des gouvernements nationaux est central, car il détermine les priorités et arbitre entre sécurité, développement et contraintes budgétaires. La deuxième étape porte sur la mise en œuvre sécuritaire. Les formations annoncées, les livraisons d'équipements et l'intégration des systèmes de défense exigent des structures locales capables d'absorber ces apports. Le récit suggère que la réussite dépendra moins du volume des moyens que de leur articulation avec les réalités nationales. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré sont présentés comme des figures politiques chargées d'assumer ces choix et d'en expliquer la logique aux opinions publiques. La troisième étape concerne le déploiement économique. Les financements annoncés doivent être orientés vers des projets identifiables avec des indicateurs simples, lancement effectif des chantiers, continuité des travaux, création d'emplois locaux. Ici, les institutions régionales, notamment l'Union africaine, jouent un rôle de coordination et de suivi. La quatrième étape touche à la mesure et à l'ajustement. Le récit insiste implicitement sur la nécessité d'évaluer les résultats plutôt que de prolonger les annonces. Mesurer les délais, comparer les promesses aux réalisations et ajuster les partenariats deviennent des conditions de crédibilité. Enfin, une cinquième étape transversale concerne la gestion des équilibres diplomatiques.
Maintenir des relations ouvertes avec plusieurs partenaires tout en affirmant une autonomie stratégique constitue le véritable test de long terme de ce pacte. Le récit revient alors au motif discret introduit plus tôt, une décision concentrée dans un temps très court mais projetée sur des décennies. Ce contraste entre vitesse et durée traverse l'ensemble de la séquence. La signature, les annonces chiffrées et les prises de position publiques ont été pensées pour frapper vite, marquer les esprits et signaler une rupture. Pourtant, leur portée réelle se mesurera lentement dans la continuité des politiques et dans la capacité à tenir des engagements complexes. Ibrahim Traoré réapparaît ici comme une figure de rappel, non pour incarner une victoire acquise, mais pour symboliser un choix assumé sous contrainte. Son image condense les tensions du moment: volonté d'autonomie, attente de résultats concrets, exposition aux risques diplomatiques et internes. Le récit suggère que ce type de leadership est moins jugé sur les déclarations que sur la cohérence entre le discours et les effets visibles dans le temps. L'émotion finale ne repose donc pas sur l'enthousiasme ou l'inquiétude, mais sur une forme de gravité. Ce pacte, présenté comme fondateur, engage bien plus qu'une orientation stratégique ponctuelle. Il engage la crédibilité collective d'un continent qui affirme vouloir décider par lui-même. Tout se résume en une phrase: la souveraineté annoncée n'existe que si elle se maintient. La dernière invitation du récit n'est ni un appel à l'adhésion, ni une consigne d'opposition, mais une ouverture au dialogue. Ce pacte, tel qu'il est présenté, agit comme un miroir des attentes contemporaines: désir d'autonomie, fatigue face aux dépendances anciennes, mais aussi crainte de nouvelles contraintes moins visibles. En suivant des figures publiques comme Ibrahim Traoré, le public est confronté à une question plus large que le cas d'un accord précis. Comment juger un choix stratégique quand ses effets réels ne se révèlent qu'avec le temps? Le récit invite ainsi à dépasser la réaction immédiate, observer les actes plutôt que les annonces, comparer les trajectoires plutôt que les discours, et accepter que certaines réponses ne soient pas immédiates. Dans cet espace d'incertitude, l'échange devient essentiel car il permet de confronter des lectures différentes sans les réduire à des slogans. Et pour conclure, une question reste volontairement ouverte: ce partenariat marque-t-il le début d'une autonomie durable ou seulement une nouvelle phase d'ajustement dans un monde multipolaire instable?